Il est très féerique, il est très culte et il éclate la rétine. Voici la pierre angulaire de la pop culture américaine, le film indissociable d'une dinde au marron à Thanksgiving aux États-Unis. Depuis le premier coup de manivelle de l'histoire du cinéma, il est considéré comme le film le plus influent de tous les temps. Voici, mesdames et messieurs, Le Magicien d'Oz. Et pour ceux qui auraient échappé au phénomène, petit récap des familles. Le film s'ouvre dans une campagne, quelque part au Kansas. C'est là qu'on y découvre Dorothy, une jeune orpheline campée par la toute jeune Judy Garland. Et ce jour-là, Dorothy ne va pas vivre franchement la meilleure journée de sa vie. Les voisins se foutent gentiment de sa gueule, la vieille peau riche à en crever du village veut faire la peau à son toutou. On le tuera, Toto? Oh non, ça, jamais, non! Et enfin, voilà que sa maison est emportée par une tornade. Bref, après moult péripéties, Dorothy se réveille au pays d'Oz. Oh, nous ne devons plus être au Kansas, qu'en penses-tu? Un monde aussi fantastique qu'éblouissant, peuplé de petits êtres, les Munchkins. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Briefée par la bonne fée du Nord, Dorothy doit retrouver le magicien d'Oz si elle veut rentrer chez elle. Et comme dans la vie se faire des amis c'est important, dans son aventure, Dorothy se fera des petits potes, en l'occurrence un homme de fer, un lion peureux et un épouvantail. Je sais, c'est un peu décousu, moi je vous retranscris ça pêle-mêle aussi. D'ailleurs, le quatuor aura tendance à se balader un peu comme les groupes de filles qui faisaient le tour du collège pendant une récréation. Bref, sur le papier, la quête a pas l'air très compliquée, sauf que, problème, la méchante sorcière de l'Ouest est bien décidée à gâcher la fête. Tu vas mourir, enculé. Mais avant d'être un film, Le Magicien d'Oz, c'est un livre signé Lyman Frank Baum, publié en 1900. Et si au XXIe siècle, vous trouvez que tout fait polémique et que tout se censure très rapidement, Voilà une tempête où je ne m'y connais pas. Et dans ce pays, un ouragan, c'est pas une plaisanterie. rassurez-vous, c'était pas forcément mieux avant. À l'aube du XXe siècle, les plus cubénis y voyaient un ouvrage prônant que la sorcellerie, c'était chouette. Oh, eh bien alors voilà la sorcière. Qui, Toto? Toto, c'est mon chien. Et côté cinéma, rien de foufou non plus. Le film sera adapté à plusieurs reprises, notamment en 1914 par l'auteur du livre lui-même, ou encore en 1925. Mais en 1937, un film va faire du Magicien d'Oz la priorité exclusive des studios américains. Mais vous êtes de petits hommes. Blanche-Neige et les 7 nains déjouera tous les pronostics en explosant littéralement le box-office. Enchanté, messieurs. Car juste avant sa sortie en 1937, le premier classique des studios d'animation Disney avait un petit surnom tout mimi tout plein, la folie de Disney. Les gourous de l'industrie hollywoodienne étaient persuadés que le public ne supporterait pas 1h30 de dessin animé, que le public se lasserait des gags présents tout au long du film, ou encore que la couleur ferait mal aux yeux. Bref, les studios se rendent compte de deux choses. 1, ils avaient tort, et 2, le jeune public peut s'avérer extrêmement juteux pour le business. Il ne faut rien négliger. Bref, la Metro-Goldwyn-Mayer passe la seconde, met la main sur les droits du Magicien d'Oz et lance la production dans la foulée. Mais pour qu'un film soit culte, il faut souvent que son tournage soit synonyme de calvaire. Et ça tombe bien parce que le Magicien d'Oz, rien que derrière la caméra, C'est un bordel. parce que sur le tournage, il n'y avait pas qu'un seul fauteuil de réalisateur, mais carrément un canapé. Si Victor Fleming est officiellement le réalisateur, 4 autres sont venus bosser sur le film. D'abord, Mervyn Leroy, coproducteur du film, était chaud pour s'y coller. Mais le patron de la MGM, Louis Mayer, a refusé. Richard Thorpe sera embauché, puis dégagé car son regard sur l'histoire est trop adulte. George Cukor vient donner un petit coup de pouce. Très bref, il aura juste le temps de modifier l'apparence de Dorothy. Elle passera de petite fille blonde ultra maquillée à l'apparence qu'on le connaît tous dans le film. Victor Fleming reprendra le bousin et réalisera à peu près 80% du film. Et puis, c'est King Vidor qui viendra boucler le tournage. C'est d'ailleurs lui qui mettra en boîte toutes les scènes du Kansas, dont un passage ultra culte, celui d'Over the Rainbow. Une scène qui pourtant a bien failli passer à la trappe. La MGM trouvait indigne que sa star, que tout le monde voulait, chante dans une basse-cour. Ça, vous auriez dû y réfléchir bien avant de devenir paysan. Et si un jour Francis Ford Coppola a dit qu'Apocalypse Now n'était pas un film sur la guerre du Vietnam, mais que c'était le Vietnam lui-même, c'est uniquement parce qu'il est né trop tard pour assister au tournage du Magicien d'Oz. Entre la chaleur qui avoisinait les 40 degrés à cause des projecteurs, la valse des scénaristes, 14 seront crédités, C'est une farce. ou encore des acteurs au bord de la crise de nerfs, rien n'allait sur le plateau. Première victime, Judy Garland. Alors, par où commencer ? L'actrice, 17 ans à l'époque, devait en paraître 12. Sauf qu'étant adolescente, elle avait une poitrine de jeune fille. Qu'à cela ne tienne, la production lui a imposé un corset tout sauf doux et confortable. J'ai beau être matinal,
J'ai mal. Après, elle pouvait toujours compter sur le soutien du réalisateur Victor Fleming. Non, je déconne, puisqu'il sort la boîte à claques dès qu'il estime qu'elle n'est pas assez concentrée. Tu verras ce que je dis ou je t'envoie une taloche, que le mur il va t'en renvoyer une autre. Aussi, l'actrice avait interdiction de manger à sa faim. Des méthodes dignes d'un agent du KGB puisque la production espionnait les poches des comédiens pour être certain que ces derniers ne lui donneraient même pas des bonbons. Peux-tu laisser ça, toi? Il faut dire que la Metro-Goldwyn-Mayer était particulièrement frustrée par la présence de Judy Garland. À la base, c'est Shirley Temple, que vous connaissez peut-être dans le rôle de Heidi, que le studio voulait absolument voir dans les souliers de Ruby. Puis ils ont envisagé une autre actrice, Dina Durbin, avant de finalement embaucher Judy Garland. Et pour info, le studio qui bossait avec l'actrice depuis ses 13 ans prenait un malin plaisir à lui imposer des régimes drastiques sur ses tournages et lui rappelait qu'elle ressemblait à un petit cochon avec des nattes. C'est à cause de mon brushing que vous dites ça? D'ailleurs, son premier de ses 5 maris, David Rose, affirmera qu'à 18 ans, elle ne consommait que du café noir, C'est pas du yéméni, c'est du sous-la-vesine. Et le gobelet tremble, café tremblu, café foutu. de la soupe de poulet, 80 cigarettes, Drôle de cigare, vas-y, fume-le. Pom, 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 pom. une ambiance pas vraiment digne d'un conte de fées puisque c'est dans ce climat qu'elle deviendra accro aux amphétamines. Oh, ne pleurez pas. Vous rouillez si facilement. Jusqu'à sa mort à seulement 47 ans, celle qui est toujours considérée comme l'une des plus grandes actrices d'Hollywood se battra contre la dépression et ses problèmes de dépendance. Au revoir. Je sais que j'ai un cœur maintenant. Je le sens qui se brise. Alors, incomparable, mais pas forcément très enviable sur le moment, Bert Lahr, qui incarne le lion peureux, portait une authentique peau du roi des animaux de 45 kilos. Brigitte Bardot, si tu nous regardes, nous aussi on trouve ça un peu abusé. Et d'ailleurs, sachez que la MGM qui produit le film avait songé à donner le rôle à Tanner le lion. Et Tanner, c'était le gros matou iconique du studio. Après, le film n'a pas laissé qu'une trace indélébile sur le CV de ses acteurs, mais aussi sur leur peau. Par exemple, l'une des prises de cette scène a bien failli être un mauvais remake des dernières heures de Jeanne d'Arc pour son actrice, Margaret Hamilton. Lors de sa disparition par une trappe, pas très bien cachée d'ailleurs, celle qui incarne la méchante sorcière est restée coincée. Bilan, elle s'est brûlée au second degré au visage et au troisième à la main. Elle sera absente du plateau pendant plus d'un mois. Et alors surtout croyez pas que je ferai de la réclame pour ce bled pourri à mon retour chez moi. De son côté, Ray Bolger, qui incarne l'épouvantail, avait extrêmement de mal à respirer. Son maquillage à base de caoutchouc l'empêchait de transpirer, si bien qu'il est plusieurs fois tombé dans les vapes. Oh oui, ça ne doit pas être une position confortable. Et enfin, alors qu'il devait jouer l'homme de fer, Buddy Ebsen est finalement viré par le studio. Ce n'est pas la faute du talent du comédien, hein, non, mais parce qu'il a fait une grave allergie à la poudre d'aluminium, qui était l'un des principaux ingrédients de son maquillage. Jack Haley le remplace, sans bien sûr qu'il ne soit mis au courant de la situation de son prédécesseur. Mais c'est un être humain. Un homme en métal, en fer. Et cerise sur le pompon, son costume était tellement rigide qu'il ne pouvait même pas s'asseoir avec. Finalement, je trouve ce voyage vachement décevant. Alors, les premiers rôles en ont bavé, mais les seconds beaucoup moins. Tiens, prends ça dans ta gueule. Car il n'y a pas eu que de la violence et des blessés. Et oui, ça peut paraître étrange, mais il y a eu beaucoup d'amour aussi durant la production. Enfin, amour, c'est peut-être pas l'expression la plus appropriée. Disons, du partage. Oui, partage, c'est le mot juste, je pense. Dans ses mémoires, le producteur Mervyn Leroy raconte que les comédiens incarnant les Munchkins, oui, eux là, organisaient des orgies. Regarde pas, poupée. Va peut-être y avoir du vilain. Alors ça se passait pas sur le plateau, évidemment, mais dans l'hôtel dans lequel séjournait l'équipe de tournage. Loin d'être un coup d'un soir, la production a fini par appeler la police pour les surveiller, et ce, tous les soirs. Ce que vous faites n'est pas charitable, je vous le dis, moi. Plus problématique et surtout bien plus condamnable, Sidney Luft, un des ex-maris de Judy Garland, raconte un épisode édifiant au sujet de certains d'entre eux. Dans le livre Judy and I, My Life with Judy Garland, Sidney Luft raconte que certains d'entre eux auraient agressé sexuellement Judy Garland en passant leurs mains sous sa jupe. Cette dernière, d'ailleurs, les décrivait comme de petits évrognes bourrés tous les soirs qu'il fallait récupérer dans des filets à papillons. Mais bon, comme le droit de réponse c'est important, voici l'avis de Jerry Maren, dernier Munchkin décédé en 2018. S'il ne s'est pas senti concerné par ces accusations, il n'a toutefois pas nié l'attitude dégueulasse de ses collègues. Je cite, « Ils buvaient de la bière matin, midi et soir, et ils ont eu quelques problèmes. Ils voulaient tout le temps aller embêter les filles, mais il n'y avait qu'eux. » Et puisqu'on parle des Munchkins, une étrange rumeur a longtemps circulé. Celle selon laquelle la production aurait intégré un plan, sans s'apercevoir dans le fond, qu'un de ces petits acteurs se serait pendu derrière les arbres du décor. Alors, pourquoi c'est faux? D'abord parce que cette scène a été tournée bien avant celle au village des Munchkins. Donc aucun des acteurs n'était présent. Et quand on y regarde de plus près, il s'agit en fait d'un oiseau. Et cet oiseau venait d'un zoo de Los Angeles qui avait été loué pour les besoins du tournage. Mais quid de cette photo donc? La preuve selon certains que la tragédie aurait bien eu lieu et que le studio aurait changé ce plan après la sortie du film.
Eh bien toujours fake, car même si la qualité est pas top, on peut très bien voir sur la bande-annonce originale de 1939 que oui, c'est un oiseau, ou du moins que ce n'est pas un acteur pendu. Écoutez, je dis pas que je crois pas votre histoire, peut-être que je la crois. Mais je la crois pas. Et d'ailleurs, on va conclure avec les Munchkins, les acteurs qui les interprétaient étaient payés $50 par semaine, tandis que le propriétaire du chien, Toto, $150. Le moment est venu de rendre l'argent. Bref, après des semaines de tournage aussi bordéliques qu'éreintants, le film qui aura coûté $3 millions, soit l'équivalent de 60 de nos jours, est mis en boîte. Et on va pas y aller par quatre chemins, le film explose tout sur son passage à sa sortie. Et petite anecdote, pour accompagner la sortie du film, la MGM a commercialisé le premier t-shirt promotionnel de l'histoire du 7e art. Mais hélas, le magicien d'Oz ne fait pas que des miracles. Vous, imposteur. Ouais. Même s'il est une prouesse technique pour l'époque, le film se fait méchamment botter les fesses par Autant en emporte le vent lors des Oscars en 1940. Consolation toutefois puisque le film repart avec l'Oscar de la meilleure musique et de la meilleure chanson, et Judy Garland remportera un Oscar d'honneur pour son interprétation. Members of the Academy, ladies and gentlemen, honored guests, it's my privilege this year to present that award for the outstanding performance by a juvenile actress during the past year, Miss Judy Garland. Alors, presque 85 ans après sa sortie, que reste-t-il du Magicien d'Oz ? Eh ben, beaucoup de choses. Un peu comme Le Père Noël est une ordure chez nous, le film est multi-rediffusé chaque année au pays d'Oncle Sam. Film préféré de Johnny Depp, classé 10e plus grand film de tous les temps selon l'American Film Institute, il a aussi inspiré l'une des comédies musicales les plus populaires de Broadway, en l'occurrence Wicked, et le film a même eu droit à son préquel avec Le Monde Fantastique d'Oz par Sam Raimi en 2013. Quant aux références dans la pop culture, eh ben... Cette fois, on est sûrement loin du Kansas. Je ne crois pas que nous soyons encore au Kansas, Tenny. Mesdames et messieurs, vous n'êtes plus dans le Kansas. Vous êtes sur Pandora. Dans un triangle isocèle, la somme des carrés des deux côtés est égale au carré du troisième côté. Dans un triangle rectangle, crétin. Oh! Jeune dissous. Oh, je vais fondre. Allez, volez! Fly, my pretties, fly, fly! Oubliez ça. Nous allons d'abord les laisser réfléchir. C'est là que je vous ai vu et alors je me suis dit que vous pourriez m'aider comme la fille l'autre fois dans le film. Si vous voulez bien devenir vivant, ça serait vraiment gentil. Bref, si vous avez échappé au Magicien d'Oz durant tout ce temps, il est par contre impossible, ou du moins quasi impossible, que vous ayez échappé aux références dispatchées dans toute la pop culture américaine. C'est la fin de la vidéo, merci de l'avoir regardé et surtout de l'avoir regardé jusqu'au bout. Vous pouvez toujours lâcher un petit pouce en l'air si vous avez aimé parce que ça fait toujours plaisir. Ciao tout le monde.